Dans un contexte régional souvent marqué par les tensions et les incertitudes, un signe fort d'apaisement et de dialogue nous vient de l'Afrique de l'Ouest. Ce week-end, à Ouagadougou, les autorités burkinabées ont répondu favorablement à une demande de leurs homologues ivoiriens, ouvrant la voie à un échange diplomatique crucial. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et les burkinabés de l'extérieur, Karaboko Jean-Marie Traoré, a reçu en audience le ministre délégué ivoirien chargé d'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso. Cette rencontre n'est pas anodine. Elle est le symbole de la disponibilité du Burkina Faso à engager un dialogue que les deux parties souhaitent franc, serein et constructif avec la République de Côte d'Ivoire. Alors que les relations entre les deux pays et leurs voisins entre les deux pays ont été mises à rude épreuve, cet événement illustre l'engagement constant du pays des hommes intègres à promouvoir une coopération régionale apaisée, fidèle aux liens historiques et humains profonds qui unissent les deux peuples. Ce soir, ensemble, nous allons décrypter ce que cette reprise du dialogue signifie pour l'avenir de la stabilité et de l'intégration régionale, aussi bien pour le Burkina Faso que pour la Côte d'Ivoire. Est-ce le prélude à une normalisation des relations ou un simple geste de bonne volonté? Voilà la question à laquelle nous tenterons d'apporter quelques éléments de réponse dans quelques instants seulement. Alors l'Afrique de l'Ouest, toujours au cœur de notre émission, une fois de plus au bord d'une nouvelle crise. Alors que la région tente de panser ses plaies par une série notamment de coups d'État ces dernières années, une tentative de coup d'État manqué au Bénin serait sur le point de déclencher une nouvelle tension diplomatique. Au cœur de cette crise, un homme, le colonel Pascal Tigri, désigné comme l'instigateur de la brève prise de contrôle de la télévision nationale béninoise dimanche dernier visant à renverser le président Patrice Talon. Selon plusieurs sources, le lieutenant-colonel Pascal Tigri serait désormais réfugié au Togo. Le Bénin exigerait donc son extradition immédiate, une requête qui pourrait bien approfondir les divisions au regard bien évidemment du contexte. Cet incident n'est pas seulement l'histoire d'un coup d'État avorté rapidement contrecarré par les forces armées béninoises avec un appui crucial du Nigeria et un soutien logistique français. C'est surtout le test de l'unité régionale. Le Togo va-t-il coopérer ou risquer d'isoler davantage cette partie du continent qui peine à trouver justement une réponse concrète et concertée face à la recrudescence des coups d'État? Nous allons décrypter les enjeux de cette affaire, les conséquences d'une possible non-extradition, revenant bien évidemment beaucoup plus en détail sur cette nouvelle tension. Que signifie-t-elle pour l'avenir de la stabilité au moment où on cherche plutôt à normaliser entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? Voilà, mesdames, messieurs, les principales articulations de cette émission du Point sur l'actualité. Vous faites bien d'être avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous et bienvenue sur Road Media Pan Africa for You, Media Africa. On est bien évidemment content, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle production. Il s'agit de la 4e, plus précisément, depuis lundi dernier. Et à chaque fois, vous le savez, l'actualité africaine dominée bien évidemment par les événements du 7 décembre dernier du côté du Bénin. Les dernières informations selon des sources concordantes, le responsable de ce coup d'État manqué, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, aurait trouvé refuge du côté du Togo. Pour l'instant, aucune information officielle encore de la part des autorités togolaises, mais des sources dignes de foi du côté de Cotonou ont levé le voile autour bien évidemment du lieu de résidence de ce dernier. Nous reviendrons bien évidemment sur ce nouvel épisode, ainsi que les ramifications que cela pourrait avoir dans la stabilité de la sous-région au moment où la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso cherchent plutôt à normaliser leurs relations de coopération tendues depuis plus de 3 ans. Alors, à cet effet, le président Alassane Ouattara a dépêché le 6 décembre dernier du côté de Ouagadougou un émissaire reçu par le ministre burkinabé des Affaires étrangères. Un échange qualifié de fructueux
et de constructif sera-t-il cependant suffisant pour apaiser les tensions entre les deux pays? Voilà les questions majeures au cœur de cette émission du Point sur l'actualité. Nous accueillons à l'instant le premier invité de votre émission, votre quotidienne sur votre média panafricain. Adama Inassé, vous êtes à Bobo Dioulasso. Ça tombe bien puisqu'avec vous, nous aurons l'occasion bien évidemment de cerner les enjeux de cette rencontre diplomatique de haut niveau. Une première pratiquement depuis plus de 3 ans entre deux émissaires, un émissaire burkinabé ou du moins un émissaire ivoirien aux côtés bien sûr du chef de la diplomatie burkinabé. Adama Inassé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir cher Nguéné, bonsoir à tous les téléspectateurs de Forum Média, bonsoir à tous les techniciens, le PDG et toute la galaxie panafricaniste qui nous suit, qui nous encourage et qui nous écoute. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais souhaiter bonne fête de l'indépendance à tout le peuple burkinabé, puisque aujourd'hui, on peut dire que nous sentons l'indépendance, nous vivons la souveraineté et nous nous battons pour cette souveraineté. Et donc, aujourd'hui, 11 décembre, date commémorative de cette indépendance, nous souhaitons vraiment bonne fête à tout le peuple burkinabé. Nous souhaitons vraiment beaucoup de courage et nos honneurs hommage à tous les combattants qui sont sur le terrain, à tous les travailleurs, à tout le peuple résilient burkinabé, mais aussi nous rendons hommage également à tout ce peuple africain qui encourage le peuple burkinabé, qui soutient le peuple burkinabé et qui nous accompagne dans notre difficulté, dans notre résilience. Merci pour l'invitation et c'est un plaisir d'être parmi vous, l'un des vôtres pour cette émission. C'est donc qui sommes ravis de vous avoir une fois de plus, Adama Inassé. Je rappelle que vous êtes de la planète des jeunes panafricanistes. Vous occupez bien évidemment les fonctions de responsable de la communication, chargé des médias. Merci à vous, Adama Inassé, pour votre disponibilité. Alors, que s'est-il passé le 6 décembre dernier entre le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération régionale, Karamoko Jean-Marie Traoré, qui a reçu en audience le ministre délégué ivoirien chargé d'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso, en sa qualité d'émissaire envoyé spécial du président Alassane Ouattara du côté de Ouagadougou au Burkina Faso. Nous répondons à cette question avec le concours de nos confrères de la télévision burkinabé. Poignée de main entre le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur de la Côte d'Ivoire et le chef de la diplomatie burkinabé. L'acte posé ce jour dans les locaux du ministère burkinabé des Affaires étrangères symbolise un pas important vers l'apaisement des tensions entre les deux nations sœurs. À cette rencontre voulue par les autorités ivoiriennes, il s'agit de renouer un dialogue empreint de franchise et de fraternité. Le message de l'avant-famille, c'est donc vraiment mieux par cet esprit de fraternité, de ce serment de fraternité que nous avons fait le déplacement, pour que nos rapports qui connaissent quelques petites turbulences, mais cela y va effectivement de la vie. Même dans un couple, il y a parfois des hauts et des bas, il y a des disputes, et après la vie reprend son cours normal. C'est donc dans cet esprit que nous sommes là aujourd'hui, pour faire en sorte effectivement que ces moments d'incompréhension soient du passé, et que nos relations qui étaient un modèle de coopération en Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique de façon générale, redeviennent ce qu'elle a été. En recevant Adama Dosso, le Burkina Faso, sous le leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, réaffirme une fois de plus son attachement aux valeurs panafricaines et à l'intégration régionale. À partir de Ouagadougou, les deux pays cheminent vers un dégel des relations après plus de 3 ans de crispation. Sans langue de bois, Karamoko Jean-Marie Traoré a rappelé la position du gouvernement burkinabé, continuer à agir dans un esprit de fraternité, mais avec fermeté sur les principes qui régissent la coopération avec la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso reste ouvert. Nous avons accueilli nos frères de la Côte d'Ivoire. C'est un signal de dire que nous ne sommes pas une terre fermée. C'est un signal aussi de dire que nous sommes ouverts pour peu que nous puissions travailler à lever ces boulots d'étranglement. Il y a un travail de construction ou de consolidation de la confiance à faire. Nous avons convenu qu'au niveau de nos instances diplomatiques, nous devons travailler sur ces questions pour que nos deux pays puissent se remettre ensemble et travailler. La rencontre du jour marque l'engagement des deux pays à reconstruire et entretenir une coopération durable et apaisée pour la stabilité de la sous-région et le bonheur des peuples ivoiriens et burkinabés.
Alors, Adama Inassé, vous avez suivi les deux autorités parlant d'un côté, bien évidemment, du ministre ivoirien, du ministre délégué chargé des relations, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Adama Dosso, et bien sûr de l'autre côté, votre chef de la diplomatie, le ministre Jean-Marie Karamoko, Jean-Marie Traoré. Même dans un mariage, il y a des moments de haut, moments difficiles, il y a des périodes de vaches maigres, tout n'est pas rose, ils l'ont dit, c'est une façon de les paraphraser, mais pour emprunter les expressions d'un chef d'État ouest-africain, il avait dit ceci précisément, et vous le reconnaîtrez certainement, il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Alors, quelques jours seulement après cette audience, Adama Inassé, pour vous qui êtes sur place au Burkina Faso, avez-vous l'impression que le temps de faire la paix est-il venu après plus de 3 ans de tension entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Si oui, qu'est-ce qui pourrait bien justifier cette reprise du dialogue? Merci pour la question. Il faut noter que le Burkina Faso a toujours gardé les portes ouvertes par rapport aux partenaires, aux amis, aux voisins qui désirent collaborer avec nous. Le souci, le couac avec la Côte d'Ivoire, d'abord se base sur plusieurs facteurs. Premièrement, il faut noter que les autorités ivoiriennes considèrent ou ont toujours considéré le Burkina Faso comme une sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. Je m'explique. Depuis la colonisation Kassou au Houphouët-Boigny, il faut savoir que les Burkinabés ont toujours été dirigés vers la Côte d'Ivoire. Au début, c'était vers le Ghana, dans les plantations où ils travaillaient et le peuple burkinabé gagnait son pain. Et à partir d'un certain moment, les colons français ont trouvé qu'ils n'étaient pas, en tout cas opportuns, ça ne les arrangeait pas, eux, colonies, maîtresses d'une colonie française, qu'on permette au peuple de ces colonies-là d'aller enrichir les colonies anglaises. C'est à cet effet que les Français ont redirigé le peuple burkinabé, les travailleurs burkinabés, vers les plantations ivoiriennes. Et en ce moment également, on a fait comprendre au peuple burkinabé que le Burkina était une terre pauvre et que rien ne marcherait au Burkina Faso, surtout le cacao, la banane, le café, l'EVA, que rien ne pouvait marcher au Burkina Faso, mais qu'en Côte d'Ivoire, on pouvait le faire. Et c'est ainsi que le peuple burkinabé a commencé à aller travailler en Côte d'Ivoire. Avec l'arrivée des indépendances et avec Houphouët-Boigny, il a adopté une politique qui a permis aux Burkinabés d'avoir des terres en Côte d'Ivoire et à travailler. Mais administrativement, vu que Houphouët-Boigny était beaucoup plus proche de la Côte d'Ivoire et vu le système francophone, c'est comme si le Burkina était mis sous tutelle ivoirienne. Rappelez-vous, le Burkina Faso avait été divisé en 3 entre la Côte d'Ivoire, le Mali, si je ne me trompe pas, et un autre pays. Et c'est après les dignitaires burkinabés se sont rassemblés et ont réclamé la reconstitution de la Haute-Volta. Donc, sur cette base, le Burkina était comme sous tutelle ivoirienne. Maintenant, lorsque les autorités burkinabées, avec Thomas Sankara, ont voulu prendre leur souveraineté, vous connaissez la suite, le coup d'État contre Thomas Sankara, on ne va pas le nier, Houphouët-Boigny savait quelque chose là-dedans. Alors, Thomas Sankara est parti avec Blaise Compaoré, un sous-préfet de la France, naturellement a bien collaboré avec la Côte d'Ivoire, bien étant donné qu'entre-temps, il y avait la crise ivoiro-ivoirienne où on accusait le Burkina Faso, on ne va pas dédouaner Blaise Compaoré parce qu'il était capable de beaucoup de choses. Donc, jusqu'à ce que Alassane Dramane Ouattara vienne au pouvoir. Et lui, à son arrivée au pouvoir, bien entendu, il est toujours dans cette même logique-là de considérer les peuples ouest-africains comme sous-préfecture de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire se voit supérieure aux autres pays. La preuve en est que lorsque vous regardez les discours officiels des autorités ivoiriennes comparativement aux discours officiels des autorités burkinabées, vous allez sentir de l'humilité dans le discours burkinabé, mais de la condescendance dans les discours des autorités ivoiriennes. Et en plus de tous ces facteurs, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, bien entendu, il a clairement dit, la Côte d'Ivoire l'a appelé
pour essayer de les conduire sur une trajectoire qui n'est pas une trajectoire prédéfinie par le MPSR2. Et c'est à partir de là que les tensions ont commencé à s'aggraver. En plus de ces manœuvres sordides et sournoises, il faut noter également qu'il y a des actions perfides et qui ont conduit le Burkina Faso à se méfier de la Côte d'Ivoire. Sinon, si le Burkina Faso était un pays fermé, nous avons reçu plusieurs créances, des ambassadeurs qui sont venus présenter leurs lettres de créance au Burkina Faso et ils ont été acceptés. Donc maintenant c'est une hypothèse que je pose, maintenant que la Côte d'Ivoire voit qu'on ne peut pas faire sans le Burkina Faso, ils sont obligés de demander une audience avec les autorités burkinabées. Bien entendu, le fait que nous ne sommes pas fermés, nous avons accepté. Parce que le problème ne se trouve pas au niveau des peuples. Notre président l'a clairement dit lors d'une de ses sorties. Le problème se trouve au niveau de l'élite. Sinon, les peuples burkinabés échangent toujours. Et même hier, à côté ici, j'ai échangé avec un frère qui se trouve à Gagnoa, en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes en étroite collaboration avec nos frères de la Côte d'Ivoire. Le problème, c'est au niveau des autorités. Et un autre problème que je vais signaler, lorsque le Burkina Faso avait pris sa directive, vous vous rappelez également, les autorités ivoiriennes avaient interdit que les produits ivoiriens ne rentrent au Burkina Faso, des produits comme la kéké, des produits comme la banane et beaucoup d'autres produits qu'ils avaient interdit de faire entrer au Burkina Faso. Ça, c'est sans compter avec la détermination des Burkinabés. Les dames burkinabés ont commencé à fabriquer leur propre akéké. Les Burkinabés ont commencé à cultiver la banane, les Burkinabés ont commencé à cultiver le cacao, l'avocat et tout, et ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas faire sans le Burkina. Et par rapport au port, le Burkina a cherché d'autres moyens pour faire rentrer ses marchandises, ses produits, sans forcément passer par la Côte d'Ivoire. Et tout cela mis en place, les autorités ivoiriennes sont très bien conscients qu'il y a une grande partie de leurs recettes qui sont en tout cas entrées à partir des actions des Burkinabés. Mais quand on vous écoute, on a l'impression que ce n'est que la Côte d'Ivoire qui gagne en normalisant ses relations avec le Burkina Faso. Vous, en tant qu'Ivoirien, quelle est la plus-value qu'on peut tirer de cette reprise du dialogue avec le voisin? On imagine que sur le plan sécuritaire, cela pourrait avoir un impact significatif sur le terrain. Je ne dis pas que c'est uniquement la Côte d'Ivoire qui gagne. En réalité, c'est la Côte d'Ivoire qui a conduit le Burkina Faso à se méfier, à ne plus avoir confiance aux autorités ivoiriennes. Sinon, il faut noter que si les relations sont normalisées et que tout va bien entre nos deux pays, c'est les deux peuples qui gagnent. Les deux peuples gagnent énormément, puisque les Burkinabés pourront se déplacer facilement avec leurs produits, mais aussi on pourrait, en tout cas beaucoup, avoir d'autres produits qui pourraient rentrer au Burkina Faso. Vous posez un premier regard sur le sujet, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous. Je rappelle que vous parliez justement de cette reprise du dialogue entre les deux pays après des années de tension. Le président Alassane Ouattara qui a jugé utile, voire nécessaire, de dépêcher un émissaire du côté de Ouagadougou pour relancer donc ce dialogue au point mort jusqu'ici. Vous expliquiez notamment la plus-value, la nécessité d'une telle démarche au regard des enjeux. Alors Adama, vous étiez sur la plus-value que le Burkina peut tirer de cette reprise du dialogue dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, au regard bien sûr de ce que le Burkina Faso, votre pays, a toujours eu à reprocher à la Côte d'Ivoire. Alors, quelques petits soucis de liaison avec Adama Inassé, je pense qu'on le retrouvera dans quelques instants. Le temps pour nous également d'accueillir le docteur Sango sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le consultant permanent, bien évidemment, de cette émission du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous, docteur Sango. Bonsoir, monsieur Guéné Baudelaire. Bonsoir aux téléspectateurs et téléauditeurs. Bonsoir à Adama Ignace. Ravi encore d'être là ce soir pour décrypter la thématique que vous avez bien voulu mettre sur la table. La Côte d'Ivoire est
le Burkina Faso qui amorce donc officiellement une reprise du dialogue direct après plusieurs années de crispation diplomatique marquée récemment encore. On se souvient tous de l'affaire dite d'Alino Faso et des accusations mutuelles sur la gestion de la menace terroriste. On a écouté l'émissaire du président Alassane Ouattara, Adama Dosso, le ministre ivoirien chargé de l'intégration africaine. Il a dit ceci, je cite, c'est pour reprendre bien évidemment ses propos: la Côte d'Ivoire et le la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont comme deux poumons d'un même corps économique et social. Les incompréhensions passées doivent appartenir au passé. Fin de citation. Alors, avez-vous l'impression qu'on a posé un pas majeur vers cet apaisement qui est souhaité aujourd'hui à la fois par la partie ivoirienne que la partie burkinabé, Dr Sango? Oui, Monsieur Nguéné, nous sommes là dans la scène internationale et dans les relations typiquement bilatérales. Et dans cette logique, il faut dire que ces relations sont toujours dynamiques. Elles ne sont jamais statiques. C'est-à-dire, il y a les moments où les États peuvent s'entendre, il y a les moments où ils peuvent, n'est-ce pas, entrer en désaccord sur une problématique comme sur une vision bien donnée. Et je pense que c'est ce qui est arrivé entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, à un moment où les deux dirigeants n'arrivaient pas à s'entendre quant à ce qui concerne la vision non seulement de l'Afrique, mais aussi et surtout les relations que l'Afrique devrait avoir avec les partenaires internationaux. Donc, pris dans cette logique-là, je pense qu'on peut comprendre aujourd'hui le rapprochement que le président Alassane Ouattara serait en train de faire du côté de son vis-à-vis burkinabé. Mais il ne faut pas qu'on élude, n'est-ce pas, les vrais enjeux et le contexte que nous traversons pour dire que les causes qui ont permis, n'est-ce pas, cette embrouille diplomatique entre les deux États ne se sont pas encore estompées. Ces causes perdurent encore et le contexte reste encore le même. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux tout simplement dire qu'en réalité, Alassane Ouattara ne peut pas aujourd'hui tendre la main au président burkinabé comme si les causes pour lesquelles il avait d'abord accusé ou alors à l'origine de cette tension-là n'existaient plus. On voit que le président burkinabé excelle, c'est-à-dire il continue encore dans cette dynamique. Il est fidèle, n'est-ce pas, à sa position qu'il a prise dès le départ, celle de savoir de ne plus faire avec un certain nombre de partenaires, de claquer la CEDEAO et de travailler pour la souveraineté, n'est-ce pas, de son pays, de la sous-région et partant même de l'Afrique toute entière. Chose qui contraste avec Alassane Ouattara. On voit que Alassane Ouattara n'est pas encore prêt à accepter cette logique-là. Il n'est pas prêt à travailler pour les intérêts du continent africain dans le sens du panafricanisme. Il n'est pas prêt à faire avec des partenaires qui vont respecter non seulement l'Afrique, mais aussi et surtout la Côte d'Ivoire. Donc, à partir de ce moment-là, on peut donc subordorer sur cette main tendue. Qu'on peut dire que cette main tendue-là ne serait pas une main tendue sincère, n'est-ce pas, en relation avec le principe qui voudrait qu'il y ait un temps de paix et un temps de la guerre. Non, on voit que pour faire la paix, il faut d'abord que les gens soient sincères. C'est pourquoi moi je vais voir cette main tendue d'Alassane Ouattara. C'est peut-être l'occasion de mettre tous les éléments sur la table, côté ivoirien comme côté burkinabé, dans ces échanges qu'on qualifie déjà de sincères, Dr Sango. Oui, monsieur Nguéné, il faut qu'on reste sur les faits. Les faits sont têtus. On voit que les faits que le président Alassane Ouattara pose vis-à-vis non seulement de l'Afrique, mais aussi et surtout de la Côte d'Ivoire, ne sont pas les faits rassurants, ne sont pas les faits qui augurent un lendemain meilleur pour l'Afrique. C'est pourquoi, face à cette main tendue d'Alassane Ouattara, moi, je verrais tout simplement quelqu'un qui est en mission pour atteindre quelque chose. Il faut mettre, n'est-ce pas, cette main tendue-là en relation avec sa réélection qui vient de faire en Côte d'Ivoire. Et vous savez que dans son discours inaugural... Réélection rime avec nouveau mandat et forcément nouveau départ. Absolument. Dr Sango, peut-être qu'il faut également le voir sous cet angle-là. Il ne faut pas seulement voir le nouveau départ, mais il faut également voir ce qu'il a dit comme discours. Dans ce discours, il a dit que c'est le mandat de la transition générationnelle. Comme pour dire que ce serait son premier mandat, même comme il nous a habitués à faire des zolos lorsqu'il annonce qu'il ne va plus se représenter. Donc, pris, n'est-ce pas, sous ce contexte-là, on voit que Alassane Ouattara est en mission dans un contexte où il est en train de faire son dernier mandat.
Alors, ces partenaires internationaux qui l'ont toujours aidé à déstabiliser l'Afrique, à torpiller les dynamiques souverainistes en Afrique, veulent donc Alassane Ouattara, avant de partir de la Côte d'Ivoire ou de la présidence de la Côte d'Ivoire, un travail et se débarrasse d'un certain nombre d'éléments. Donc, moi, je vois derrière cette main tendue d'Alassane Ouattara quelqu'un qui a mission, quelqu'un qui veut infiltrer, pénétrer, n'est-ce pas, les États de l'AOS en vue de les déstabiliser, n'est-ce pas, comme d'habitude. C'est pourquoi moi, je dirais que derrière cette main tendue, le Burkina Faso et bien d'autres États de l'AOS tels que le Mali et le Niger doivent faire très attention. Parce que Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui est très belliqueux, c'est quelqu'un qui est, n'est-ce pas, machiavélique, c'est quelqu'un qui sait jouer ce genre de jeu. Vous savez que dans la politique de déstabilisation de cette sous-région en Afrique de l'Ouest, Ignace l'a si bien indiqué, le père c'était Houphouët-Boigny. Et vous savez que Alassane Ouattara s'est toujours présenté comme le successeur fidèle d'Houphouët-Boigny, dans le bien comme dans le mal. Et il sait très bien incarner cet héritage-là dans l'implémentation du jeu de déstabilisation en Afrique. Donc, moi, je vois plutôt derrière cette main étendue une façon pour Alassane Ouattara, missionné par ses pairs, la France en l'occurrence, d'infiltrer les États de l'AES en vue de rétablir l'influence de la France qui est de plus en plus en dégénérescence. Il ne faut pas mettre, n'est-ce pas, de côté les bouleversements que nous vivons dans cette sous-région avec ce qui s'est passé du côté du Bénin. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit que l'environnement est très délicat et ces partenaires occidentaux en difficulté veulent utiliser tous les moyens pour revenir parce qu'ils ne veulent pas partir du continent africain. Ce dégel est amorcé alors que l'ombre de l'affaire d'Alino Faso plane toujours. On rappelle que c'est l'un des sujets d'ailleurs qui a davantage plongé les deux pays dans une crise liée justement à la mort controversée de cet activiste. On parle bien sûr de Christophe Traoré alias Alino Faso, survenu le 24 juillet dernier dans une école de gendarmerie du côté d'Abidjan. En effet, Ouagadougou a ouvert une information judiciaire et rejeté catégoriquement la version officielle de suicide évoquée par la partie ivoirienne. La famille et le gouvernement burkinabé dénoncent également l'absence de notification officielle du décès annoncé 3 jours plus tard via les réseaux sociaux. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères avait convoqué, vous vous souvenez bien sûr, la chargée des affaires ivoiriennes pour exiger les explications et réclamer le rapatriement de la dépouille ainsi que toute la vérité. Alors qu'un grand entretien diffusé fin septembre sur la télévision nationale burkinabé, ou du moins au cours de ce grand entretien, le président, capitaine Ibrahim Traoré, de son côté, avait exprimé des divergences profondes avec Abidjan sur la situation sécuritaire et politique de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État avait affirmé l'existence d'un pacte de non-agression entre certains groupes armés et les autorités ivoiriennes. Selon lui, le fait que la Côte d'Ivoire ne soit pas ciblée par les attaques terroristes ne signifie pas que l'armée ivoirienne était surpuissante. Ce sont d'ailleurs les termes qui avaient été utilisés par le capitaine Ibrahim Traoré. Le président Traoré avait averti que la Côte d'Ivoire sera attaquée par des groupes armés terroristes en cas de crise interne. C'est donc dans ce contexte, au regard bien évidemment de toutes ces tensions, que les deux pays amorcent aujourd'hui un dialogue diplomatique dans une logique de désescalade. Mais peut-être avant de retrouver Adama Inassé, pour ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, je vous propose de revivre encore avec nos confrères de la télévision nationale burkinabé l'entretien accordé par le chef de la diplomatie burkinabé à l'émissaire du président Alassane Ouattara. Poignée de main entre le ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur de la Côte d'Ivoire et le chef de la diplomatie burkinabé. L'acte posé ce jour dans les locaux du ministère burkinabé des Affaires étrangères symbolise un pas important vers l'apaisement des tensions entre les deux nations sœurs. À cette rencontre voulue par les autorités ivoiriennes, il s'agit de renouer un dialogue empreint de franchise et de fraternité. Le message de l'avant-famille. C'est donc vraiment mieux par cet esprit de fraternité, de ce serment de fraternité que nous avons fait le déplacement, pour que nos rapports qui connaissent quelques petites turbulences, mais cela y va effectivement de la vie. Même dans un couple, il y a parfois des hauts et des bas, il y a des disputes, et après la vie reprend son cours normal. C'est donc dans cet esprit que nous sommes là aujourd'hui
pour faire en sorte effectivement que ces moments d'incompréhension soient du passé et que nos relations qui étaient un modèle de coopération en Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique de façon générale redeviennent ce qu'elle a été. En recevant Adama Dosso, le Burkina Faso, sous le leadership du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, réaffirme une fois de plus son attachement aux valeurs panafricaines et à l'intégration régionale. À partir de Ouagadougou, les deux pays cheminent vers un dégel des relations après plus de 3 ans de crispation. Sans langue de bois, Karamoko Jean-Marie Traoré a rappelé la position du gouvernement burkinabé, continuer à agir dans un esprit de fraternité, mais avec fermeté sur les principes qui régissent la coopération avec la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso reste ouvert. Nous avons accueilli nos frères de la Côte d'Ivoire. C'est un signal de dire que nous ne sommes pas une terre fermée. C'est un signal aussi de dire que nous sommes ouverts pour peu que nous puissions travailler à lever ces boulots d'étranglement. Il y a un travail de construction ou de consolidation de la confiance à faire. Nous avons convenu qu'au niveau de nos instances diplomatiques, nous devons travailler sur ces questions pour que nos deux pays puissent se remettre ensemble et travailler. La rencontre du jour marque l'engagement des deux pays à reconstruire et entretenir une coopération durable et apaisée pour la stabilité de la sous-région et le bonheur des peuples ivoiriens et burkinabés. Merci à nos confrères de la télévision nationale burkinabé. Alors, Adama Inassé, votre copanéliste de la soirée a émis des réserves quant à la sincérité de la démarche ivoirienne dans un tel contexte, mais pour le bien des peuples, aussi bien du Burkina Faso que de la Côte d'Ivoire, comment peut-on capitaliser sur un tel signal diplomatique, un tel effort diplomatique pour un dégel définitif de ces relations de coopération? On parle quand même de la reprise du dialogue entre deux capitales, un signal fort d'ouverture aujourd'hui, malgré les accusations de divergence sécuritaire et les crispations régionales. Abidjan et Ouagadougou décident de regarder enfin dans la même direction. Alors, comment capitaliser sur une rencontre diplomatique de ce genre pour qu'on aboutisse peut-être dans les prochains mois, certainement en 2026, à un tête-à-tête entre le président Alassane Ouattara et son homologue burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré? Oui, on pourrait capitaliser cette démarche, mais en attendant, il faut savoir que le peuple burkinabé reste stoïque. Et tout comme son peuple, le gouvernement burkinabé est également stoïque. Nous avons un objectif, c'est notre souveraineté, notre dignité et l'honneur de nos peuples. Alors, comme je le disais précédemment, la reprise de ces relations bénéficie aux deux États, aux deux peuples, puisque, comme je l'ai dit, le peuple burkinabé est beaucoup rattaché au peuple ivoirien de par l'histoire et de par l'espace, la géographie. Mais ce que nos autorités ont également fait a clairement montré à la Côte d'Ivoire que, bien étant donné que nous sommes liés par l'histoire, par l'espace, ce n'est pas avec la Côte d'Ivoire seulement que nous pouvons vivre. Sans la Côte d'Ivoire, le Burkina peut trouver d'autres débouchés. Ça, c'est le premier message envoyé. Le second message envoyé est que on a montré aux autorités ivoiriennes que le Burkina Faso ne va pas changer sa trajectoire. Au contraire, avec tout ce que le Burkina fait, le peuple, le monde entier a les regards sur le Burkina. Et ce que nous faisons, nous réalisons aujourd'hui, inspire le monde entier. Et donc, sur cette base également, ce n'est pas nous qui changeons de trajectoire, mais c'est à la Côte d'Ivoire de faire avec les objectifs du Burkina Faso. Et dans ce cadre-là, si la Côte d'Ivoire revient à de meilleurs sentiments, bien entendu, nous restons toujours vigilants parce que nous savons ce que vaut la Côte d'Ivoire, l'administration de la Côte d'Ivoire dans les différentes déstabilisations au sein de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement avec le Burkina Faso. L'histoire est têtue et nous n'avons toujours pas oublié ce qui s'est passé en 1987. Donc nous restons toujours vigilants, mais cela ne veut pas dire que nous fermons nos portes. Nous avons notre objectif. Si la Côte d'Ivoire sait que sa nouvelle politique peut aller avec la directive que le Burkina Faso a prise, naturellement, nous pourrons collaborer tout en restant vigilants. Puisque ce que nous pouvons faire avec le Mali, avec le Niger, nous ne pouvons pas le faire avec la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire
sa directive, ses relations internationales, ses partenaires ne sont pas dans la même direction que les partenaires burkinabés. Donc, sur ce plan, nous ne pouvons pas, en tout cas, être à 100% ouverts, mais nous ne restons pas non plus fermés. Donc, si la Côte d'Ivoire revient à de meilleurs sentiments, du moment que c'est eux qui ont demandé l'audience, d'ailleurs, on dit que la Côte d'Ivoire tend la main au Burkina Faso. Non, la Côte d'Ivoire essaie de renouer les relations avec le Burkina Faso. Tendre la main, c'est comme si c'est nous qui avons besoin forcément de la Côte d'Ivoire et que si la Côte d'Ivoire ne fait pas ce geste-là, nous risquons de périr. Non, Alassane Dramane Ouattara essaie de renouer les relations avec le capitaine Ibrahim Traoré. Sur ce narratif-là, on peut s'entendre. Parce que même si Alassane ne tend pas la main au Burkina Faso, nous allons continuer avec nos objectifs. Donc ici, ce qui est intéressant dans l'intervention du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, c'est le terme, le Burkina Faso reste ferme avec les principes qui régissent les relations avec la Côte d'Ivoire. Donc, sur le plan diplomatique, sur le plan de l'élite politique des deux États, nous restons sur nos gardes. Mais sur le plan des peuples, nous restons ouverts. Parce que les peuples n'ont rien à voir avec ces crises-là. Bien entendu, nous sommes souvent victimes des décisions de nos élites, mais les peuples restent toujours soudés. Les Ivoiriens viennent toujours au Burkina Faso, il y a plein de témoignages de cela, et les Burkinabés partent en Côte d'Ivoire jusqu'à présent. Donc, les peuples restent toujours unis. Maintenant, si la Côte d'Ivoire revient à de meilleurs sentiments, en tout cas, le Burkina reste stoïque. Nous restons fermes sur les principes qui régissent les relations avec la Côte d'Ivoire. Maintenant, si la Côte d'Ivoire trouve qu'elle peut continuer dans ce sens-là, nous allons collaborer, nous restons ouverts, comme le ministre l'a dit. Merci. Adama, quand on vous écoute, on a l'impression que c'est à la Côte d'Ivoire de faire un effort. Pourquoi ça serait seulement à la Côte d'Ivoire de faire un effort? L'effort devrait également venir du côté du Burkina Faso, Adama Inassé. Le Burkina Faso n'a pas fermé ses portes parce que le Burkina Faso ne fait pas d'efforts. Rappelez-vous de l'histoire de Alino Faso. Nous avons invité le représentant diplomatique de la Côte d'Ivoire pour avoir des explications. Nous n'avons rien eu. Lorsque Alino Faso a été arrêté en Côte d'Ivoire, nos autorités ont dépêché des émissaires pour comprendre la situation. Nous n'avons pas eu de retour jusqu'à son assassinat. Ce n'est pas la seule crise. Combien de fois les militaires, ou en tout cas les corps habillés ivoiriens, franchissent le territoire burkinabé et que ça conduit à des disputes. Mais au lieu que les autorités ivoiriennes essaient de voir comment on peut arranger la chose, on passe à des accusations. Combien de fois nos militaires ont affronté les militaires ivoiriens à la frontière, soit par intrusion ou en tout cas pour explication? Combien de fois des terroristes ont attaqué des positions burkinabées et qui fuient en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire ne tend pas la main pour qu'on neutralise ces groupes terroristes-là à la frontière côté ivoirienne? Il y a beaucoup d'actions que la Côte d'Ivoire a menées qui prouvent qu'elle n'est pas prête pour aider le Burkina Faso. Mais par contre, lorsque nous avons arrêté les 6 gendarmes ivoiriens, après nous les avons libérés. Lorsque le Burkina Faso a des histoires avec la Côte d'Ivoire, une délégation en tout cas un émissaire ou une note officielle est envoyée à la Côte d'Ivoire pour régler la situation. Mais en retour, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire fait? C'est des sorties médiatiques avec des tons condescendants, avec des contre-vérités pour montrer que ce sont les autorités burkinabées qui ne veulent pas. Pourtant, eux-mêmes, leur comportement ne prouve pas qu'ils sont dans une sincérité dans la collaboration que nous demandons avec eux. Ce qui amène nos autorités à mettre les cartes sur la table et à mettre les vérités face à tout le monde. Et lorsque notre président met la vérité sur la table, mais quand on compare les deux discours, on voit où se trouve la vérité. Ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas. Si nous ne voulions pas que les relations s'améliorent, notre ministre des Affaires étrangères n'allait pas accepter cette audience demandée. On est libre d'accepter comme on est libre de refuser si nous ne voulions pas que les relations s'améliorent. Donc ici, ce n'est pas la faute au Burkina Faso parce que le Burkina Faso a toujours été ouvert et le Burkina Faso a toujours voulu le dialogue. C'est le comportement condescendant, c'est la directive, la position que la Côte d'Ivoire a prise qui a fait que la crise a duré jusqu'à aujourd'hui. Sinon, ce n'est pas que le Burkina Faso a refusé. Et du moment qu'ils ont demandé à ce qu'on ait une audience avec eux, ça a été accordé.
Maintenant, la sincérité, c'est de nous renvoyer tous les déstabilisateurs du Burkina Faso qui sont logés en Côte d'Ivoire, c'est de nous éclairer sur l'affaire Alino Faso, c'est de nous éclairer sur les différentes violations des frontières au niveau de la Côte d'Ivoire, et ça va nous montrer que la Côte d'Ivoire est sincère. Le Burkina Faso ne peut pas agir d'une manière désinvolte. Regarde le comportement de notre vis-à-vis avant de réagir. Sinon, aujourd'hui, ce n'est pas l'autorité burkinabé de faire l'effort. Nous sommes tout ouverts. Et du fait que nous sommes tout ouverts, nous les avons acceptés pour échanger. Donc ici, ce n'est pas que le Burkina ne veut pas. Le Burkina est ouvert. Et la preuve en est que d'autres États sont venus au Burkina Faso pour présenter les lettres de créance. Je l'ai dit à ma première prise de parole. Donc, le Burkina n'est pas fermé. Et ce n'est pas au Burkina de changer sa directive. Parce que la dynamique burkinabé est panafricaniste et tout le peuple africain se retrouve dans ce que le Burkina est en train de réaliser aujourd'hui. Et chacun en est fier. Et je l'ai dit clairement, le président l'a dit hier dans son allocution, le monde entier regarde le Burkina Faso. L'Afrique entière regarde le Burkina Faso. Et donc, il veut dire que la directive que nous avons prise est une bonne directive. Nous n'allons pas la changer pour aucun pays que ce soit. Mais si le pays voisin, nous pouvons aller dans le même sens, le Burkina est prêt à collaborer. Et c'est ce que le ministre des Affaires étrangères dit. Nous sommes ouverts, nous sommes une terre ouverte, mais nous restons fermes dans les principes qui régissent les relations entre nous et les différents États qui viennent vers nous. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, peut-on, sur le plan diplomatique, Dr Sango, surfer sur la fermeté dont parle Adama Inassi, tout en maintenant justement toutes les passerelles de dialogue ouvertes, en toute franchise, quand on cherche à normaliser une relation de coopération historique comme celle avec la Côte d'Ivoire? Oui, absolument, puisque nous sommes là en diplomatie et c'est même le principe important qui régit même les relations internationales des États qui se veulent, n'est-ce pas, indépendants. Parce que lorsque vous êtes indépendant, vous avez des positions que vous assumez, et vous avez des philosophies que vous défendez, et vous avez des valeurs que vous voulez, n'est-ce pas, faire respecter. C'est de ça que les questions aujourd'hui. Or, lorsque vous voyez le Burkina Faso en phase avec ses deux pairs, Mali et Niger, c'est des pays qui ont, n'est-ce pas, défini leurs nouvelles valeurs. Quelles sont ces valeurs? Ces valeurs sont des valeurs de la souveraineté, et ces valeurs sont des valeurs de la respectabilité de leur peuple et de leurs intérêts sur le plan international. Ces valeurs sont les valeurs, n'est-ce pas, du respect de leurs partenaires sur le plan international. Alors, lorsqu'on voit donc cette main tendue d'Alassane Ouattara, c'est vrai qu'on ne devrait pas seulement voir cette main tendue dans un sens de faiblesse, mais on voit bel et bien que dans le cas d'espèce, c'est plus la Côte d'Ivoire qui a besoin du Burkina Faso parce que c'est elle qui tend la main. Si on analyse donc sous ce prisme-là, la question fondamentale qu'il faut se poser pour comprendre en profondeur, n'est-ce pas, cette main tendue, est celle de savoir est-ce que les causes pour lesquelles le président Traoré a fait la révolution, est-ce que les causes pour lesquelles les États de l'AES ont claqué la CEDEAO aujourd'hui sont prêtes à être acceptées du côté d'Alassane Ouattara? Si Alassane Ouattara répond affirmativement, vous allez vous rendre donc compte que les relations diplomatiques seront cette fois-ci des relations sincères, des relations sans prudence, des relations... Donc est-ce à la Côte d'Ivoire de faire un effort? Quand on vous écoute, absolument. Mais comment peut-on exiger que le dialogue soit franc et sincère quand on... je veux dire quoi? Quand on met une partie... quand on met une seule partie face à certaines responsabilités, Dr Sango, la partie burkinabé également est concernée de près. Et ces tensions, on va le dire, n'ont pas été profitables ou encore bénéfiques, n'ont pas été que bénéfiques ou profitables au peuple burkinabé. Il y a également eu des périodes de vache maigre, comme on dit souvent, des périodes où ça n'allait pas, puisque vous savez qu'il y a une forte délégation burkinabé qui vit du côté de la Côte d'Ivoire, ça ce n'est un secret pour personne aujourd'hui. Mais là, quand on espère vraiment un dégel à long terme, est-ce qu'il ne faut pas que les deux pays jouent vraiment franc jeu et mettent carte sur table et que chacun essaie d'accepter de faire certaines concessions au regard des enjeux, pas seulement pour les deux pays en question, mais surtout pour la sous-région de façon générale?
Oui, monsieur Nguéné, la question que vous posez, elle est fondamentale et elle est importante, mais il faut l'analyser sous le prisme des intérêts que ces deux États défendent quant à ce qui concerne le bien-être de l'Afrique. Lorsque vous voyez, n'est-ce pas, le combat du président Traoré et de ses pairs maliens et Niger, c'est un combat qui vise à libérer l'Afrique. Parce qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, déconnecter ce que nous sommes en train de voir là avec l'histoire même de l'Afrique. C'est-à-dire que cette main tendue aujourd'hui pousse à s'interroger sur l'origine de la misère et de la pauvreté de l'Afrique. Pourquoi l'Afrique est-elle restée misérable? Pourquoi l'Afrique est aujourd'hui pauvre? C'est justement parce que l'Afrique a connu accidentellement, n'est-ce pas, les pays occidentaux, la colonisation, l'impérialisme, l'esclavage. Et c'est cette colonisation-là qui continue aujourd'hui à travers le phénomène de néocolonisation. Or, lorsque vous voyez donc le président Traoré, c'est quelqu'un qui est dans la dynamique de mettre un terme à cette forme de sauvagisation de l'Afrique, à cette forme, n'est-ce pas, d'impérialisation de l'Afrique. Or, c'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner, jeter ou alors dire que le président Traoré a aussi une responsabilité dans ce qui se passe. On ne fait pas des révolutions sans casser les œufs. Ce que le président burkinabé est en train de faire avec ses homologues maliens et Niger, c'est une révolution qui vise à libérer ces peuples-là de l'oppression occidentale historique dans laquelle on les a plongés pendant longtemps. Or, le président Alassane Ouattara, c'est un adjuvant. C'est quelqu'un qui est prêt ou qui a toujours joué pour que l'Afrique se maintienne dans cette dynamique de domination. C'est pourquoi aujourd'hui, pour analyser cette main tendue, il faut beaucoup plus voir des concessions qui doivent venir du côté d'Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara a toujours travaillé pour le mal de l'Afrique. Lorsque vous voyez son parcours, lorsque vous voyez ses valeurs qu'il défend, lorsque vous voyez, n'est-ce pas, les intérêts et ses partenaires sur le plan international, c'est quelqu'un qui a toujours milité pour que l'Afrique soit sous la domination occidentale. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'il tend la main tendue, il fait cette main tendue-là, il faudrait qu'il nous dise s'il est prêt à accepter aujourd'hui que les États africains revêtent leur souveraineté sur le plan réaliste du terme. Et il faut qu'il nous dise s'il est prêt à accepter que les États, n'est-ce pas, qui utilisent le franc CFA est leur monnaie. Il faut qu'il soit prêt à accepter, il faut qu'il nous dise s'il est prêt à accepter que les bases militaires étrangères ne soient plus dans nos pays africains. Il faut qu'il nous dise s'il est prêt à accepter que les pays africains doivent utiliser leur propre langue dans les formations, dans les apprentissages et dans l'école. Est-ce que Alassane Ouattara est prêt à faire ce brainstorming? Est-ce qu'il est prêt à faire ces réformes? Ne serait-ce que sur le plan discursif, parce que nous sommes en diplomatie. Et en diplomatie, les gestes comptent, le discours compte. Il faut que Alassane Ouattara s'hazarde, ne serait-ce que sur le plan discursif, à nous dire qu'il est prêt à accepter les réformes que les États de l'AES ont préconisées à l'époque au sein de la CEDEAO. Alors, s'il nous dit cela... Tout ça pour une seule partie, Dr Sango. Non, on va également vous dire que il faut peut-être que le capitaine Ibrahim Traoré cesse également d'accuser la Côte d'Ivoire d'abriter des groupes armés avec ce pacte de non-agression qu'il avait évoqué au mois de septembre dernier, en non-agression, pacte de non-agression, entre les groupes armés et les autorités ivoiriennes. Peut-être que en changeant un peu ce langage diplomatique-là, cela pourrait de façon considérable contribuer à ce dégel, Dr Sango. Monsieur Guéné, nous sommes en train de faire des analyses. Effectivement. Il ne faut pas donner l'impression que nous sommes, n'est-ce pas, du côté des Traoré ou alors du côté de l'AES. Nous faisons des analyses objectives et rationnelles. Effectivement, c'est dans cette logique-là. Les analyses, on se base sur des faits. Est-ce que lorsque le président Traoré dit que la Côte d'Ivoire est une base arrière de déstabilisation, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'il n'y a pas les preuves sur le terrain? Est-ce que vous-même en tant que journaliste, vous ne voyez pas ça? Il n'accuse pas, il ne fait pas que accuser. C'est des choses réelles qu'il dénonce véritablement sur le terrain. C'est pourquoi moi je voudrais qu'on reste sur les faits. Sur les faits, parce que les faits sont têtus. Ce sont ces faits-là qu'il faut analyser et comprendre aujourd'hui les actions des uns et des autres. Oui. Donc, dans cette affaire, aujourd'hui, il ne faut pas seulement analyser, n'est-ce pas, ce phénomène-là sur l'angle de ce qui se présente là maintenant. Il faut l'inscrire dans la dynamique historique de la relation France-Afrique. C'est de ça qu'il est question.
Ne pensez pas que c'est Alassane Ouattara qui est en train de tendre la main au président du Burkina Faso. Ce n'est pas Alassane Ouattara du point de vue institut personnel. C'est Alassane Ouattara avec tous ses partenaires, Alassane Ouattara avec tous ses alliés. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut faire très attention. Si c'était Alassane Ouattara qui tendait cette main de lui-même, alors il devait se présenter, il devait, n'est-ce pas, se prononcer sur un certain nombre d'éléments, de questions. Je vous ai cité les éléments sur lesquels Alassane Ouattara devrait se prononcer. Allez-y, nous allons sortir par là. J'ai parlé de la monnaie, j'ai parlé du franc CFA, j'ai parlé de la souveraineté, j'ai parlé des partenariats sur le plan international. Est-ce que Alassane Ouattara est prêt à le faire? Pas du tout. Donc, en faisant l'analyse et en restant objectif et sincère, il faut comprendre que derrière Alassane Ouattara se cache une dynamique très grande qui voudrait que l'Afrique n'évolue pas, qui voudrait que ce que les États de l'AES ont impulsé comme dynamique révolutionnaire et qui a tendance à se répercuter dans tous les autres États de l'Afrique de l'Ouest, parce que vous voyez comment ça bouscule. On a vécu récemment ce basculement du côté de la Guinée-Bissau. On vient de revivre du côté du Bénin. Et vous avez vu les actions des uns et des autres. Donc, il faut savoir que cette dynamique portée par les États de l'AES ne plaît pas du tout aux puissances occidentales. Ça crée des conséquences, non seulement sur le plan des partenariats, n'est-ce pas, bilatéraux entre les États, mais également des intérêts de ces États sur le plan international. Et face à cette logique, il faudrait être naïf que de penser que les États de l'AES, les États occidentaux et particulièrement la France vont baisser la garde. Ils vont multiplier des stratégies pour revenir. Et c'est aux États de l'AES d'être très frileux, c'est au peuple africain d'être attentionné et d'être toujours orienté vers les intérêts portés par les États de l'AES pour que cette dynamique-là ne soit plus torpillée comme on a longtemps torpillé les dynamiques révolutionnaires portées à l'époque par Thomas Sankara et bien d'autres. Merci à vous. Dans une quinzaine de minutes, nous irons au standard. Mais pour l'instant, nous allons parler de la situation politique qui prévaut du côté du Bénin. Il y a 24 heures, le président Patrice Talon a officiellement félicité les troupes nigérianes qui ont contribué aux côtés, bien évidemment, des forces armées béninoises à déjouer cette tentative de déstabilisation qui a frappé le Cotonou dimanche matin. Nous étions le 7 décembre 2025. Vous vous souvenez forcément de la chronologie de tous ces événements. Nous n'allons pas revenir sur ce qui s'est passé sur le terrain. Ce sont surtout les avancées jusqu'ici qui nous intéressent principalement ce soir. Je parlais donc de cette cérémonie organisée, une cérémonie de gratitude, une gratitude témoignée par le président Patrice Talon aux troupes nigérianes. Et nous avons également appris, selon des sources concordantes, que le responsable de ce coup d'État manqué, il s'agit du lieutenant-colonel Pascal Tigri, celui qui était donc à la tête, ou du moins qui est à la tête du comité militaire pour la refondation, se trouverait actuellement du côté du Togo. Nous attendons toujours la confirmation de la part de la diplomatie togolaise, mais je préfère d'ailleurs employer le conditionnel. Il se trouverait donc de ce côté, selon bien sûr plusieurs sources d'informations que nous avons pu avoir et contacter durant cette journée du jeudi 11 décembre 2025. Nous allons questionner l'implication de cette présence du lieutenant-colonel Pascal Tigri sur le territoire togolais, avec une demande d'extradition qui aurait été d'ailleurs formulée par la partie béninoise. Mais avant de retrouver nos invités sur le plateau, afin qu'ils se prononcent bien évidemment sur cette présence en question, je voudrais qu'on vous fasse revivre cette cérémonie officielle du président Patrice Talon aux côtés des hauts gradés de l'armée nigériane, ceux qui ont intervenu en toute urgence afin de contrecarrer ce plan de déstabilisation. Monsieur le Président de la République. Une audience hautement symbolique, 72 heures seulement après la prise de pouvoir déjouée. Le chef de l'État Patrice Talon a reçu ce mercredi une délégation de l'armée nigériane conduite par le général de brigade Ibé Chérif. Au cours de cette rencontre, le président Patrice Talon a exprimé la gratitude de la nation béninoise envers le Nigeria, dont l'intervention menée dans le cadre du protocole de la CEDEAO a contribué à neutraliser la menace et à préserver l'ordre constitutionnel au Bénin.
Le général Ibé Chérif a pour sa part réaffirmé l'engagement du Nigeria à demeurer aux côtés du Bénin pour la défense de la paix et l'intégrité institutionnelle dans la sous-région. Une audience forte en symbole qui scelle une fois encore la solidarité régionale et rappelle que la stabilité du Bénin est un enjeu partagé, même au-delà des frontières nationales. Alors, on rappelle que cet élément nous est proposé avec le concours de nos confrères de la télévision nationale, ou du moins la télévision publique béninoise. On parle bien sûr de Bénin TV. Merci à vous pour ces instants-là. Alors, Adama Inassé, la situation a évolué au point où on va dire quoi, la tête de pro, notamment de cette tentative de déstabilisation des jouets, se trouvera donc aujourd'hui du côté du Togo. L'information, on attend la confirmation qui sera d'ailleurs faite selon les usages diplomatiques, puisque officiellement le ministère togolais des Affaires étrangères n'a pas encore réagi, mais de façon pragmatique au regard de l'évolution de la situation, sa supposée présence sur le territoire togolais pourra-t-elle avoir des implications sur les relations diplomatiques entre les deux pays, parlant justement du Bénin et du Togo? Merci. Bien avant de revenir à votre question, je voulais terminer une idée sur l'autre thème. Ton micro, Adama, me semble désactivé. Par rapport à la... Allez-y, Adama, nous vous écoutons. Par rapport à la main tendue de Alassane Dramane Ouattara, n'oubliez pas que les chefs d'État de l'AES doivent tenir leur rencontre annuelle à la fin de ce mois de décembre. Et sachez très bien qu'il y a beaucoup de fortes décisions qui vont sortir au cours de cette rencontre. Et sachez très bien, comme Dr Sango l'a dit, Alassane Dramane Ouattara représente une dynamique qui s'apparente beaucoup à la dynamique impérialiste. Et le Burkina Faso, avec ses pairs, le Niger et le Mali, représente une autre dynamique qui est la dynamique révolutionnaire libératrice de l'Afrique. Donc, sachez bien que cette main tendue, il y a toujours anguille sous roche, même si nous restons une terre ferme, la prudence est des rigueurs. Maintenant, par rapport à cette question du Bénin, il faut noter que le Togo ne va jamais officiellement dire que cette tête de proue qui a échoué ce coup d'État, et d'ailleurs je vous disais la fois dernière que ce coup d'État n'était pas très bien préparé et que la France n'allait pas rester les bras croisés. Bien entendu, les valets locaux avec leur armée ont intervenu et le coup d'État a échoué. Le Togo ne va jamais dire officiellement qu'ils ont, je vais dire quoi, on va appeler ainsi un déstabilisateur à leur niveau. Rappelez-vous, l'histoire est têtue. Lorsque Blaise Compaoré faisait son coup d'État à Thomas Sankara, il était prêt pour s'envoler vers le Togo. Lorsque Damiba a fait son coup d'État, jusqu'à aujourd'hui, il se déplace entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsque les autorités ivoiriennes et burkinabées ont demandé l'extradition de Damiba, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de réponse. Alors que le Togo s'est dit ami des États de l'AES. Le ministre des Affaires étrangères du Togo fait le tour des États de l'AES, mais jusqu'à aujourd'hui, Damiba n'a toujours pas été extradé. Et je pense que ça sera pareil avec le Bénin. Et naturellement, les relations diplomatiques, le Togo étant expert dans ces cas de figure, je pense qu'ils auront toujours une issue et ils sauront négocier. L'intervention du Nigeria dans cette question de coup d'État m'écoeure beaucoup, du moment où l'armée nigérienne, si l'on se réfère à ce que les États-Unis disent, l'armée nigériane n'arrive pas à sécuriser son propre peuple face à Boko Haram et que les chrétiens sont harcelés et peut-être tués même par les terroristes au Nigeria. Et c'est ce même Nigeria qui arrive à envoyer des soldats pour sécuriser les institutions du Bénin. Alors que selon les textes, les institutions au Nigeria, un président ne peut pas prendre une décision sans se référer au Sénat. Et donc, le Nigeria lui-même enfreint les règles de ses propres institutions pour aller défendre les institutions d'un pays tiers. On comprend bien entendu si le Bénin avait pu réussir son coup d'État
et se ralliait à l'AES, le Nigeria étant pays anglophone au sein de la CEDEAO serait coupé sur le plan géographique. Là, on comprend. Mais ce que je ne comprends pas, comment un pays qui se dit aider un pays tiers n'arrive pas à sécuriser son propre territoire, enfreint les règles de ses propres institutions et prétend défendre les institutions d'un autre État. Donc ici, moi je pense qu'il y a de l'incohérence totale et l'un dans l'autre, cette incohérence va se répercuter également dans la gestion de cette diplomatie entre le Bénin et le Togo, parce qu'au sein de la CEDEAO, vous-même, vous voyez, les deux cas que je viens de mettre en parallèle, c'est des cas d'incohérence et naturellement, ça peut toujours continuer dans ce sens-là et ces chefs d'État, ces élites de la CEDEAO n'ont pas honte. Ils pourront laisser passer sans embâche ni de tiraillement. C'est ce que je peux dire par rapport à cette question entre le Togo et le Bénin. Alors, il faut rappeler à tous ceux qui nous suivent actuellement sur votre média panafricain que jusqu'à ce mercredi 10 décembre 2025, le lieu de résidence donc du lieutenant-colonel Pascal Tigri restait inconnu. Personne ne savait où il se trouvait depuis le coup d'État avorté, ou du moins manqué, du 7 décembre dernier du côté de Cotonou. Et plus tard donc, ces informations sont tombées, bien qu'elles restent encore à confirmer par la partie togolaise. Vous êtes, on va le dire, Adama Inassé, vous êtes convaincu que la partie togolaise ne fera jamais de sortie là-dessus pour confirmer ou alors infirmer. Mais nous savons que, selon bien sûr d'autres sources proches du dossier du côté du Bénin, que le président Patrice Talon pousserait actuellement pour que ce colonel-là soit extradé. Alors, on a l'impression que cet incident n'est pas seulement l'histoire d'un coup d'État manqué, rapidement contrecarré par les forces armées béninoises avec l'appui notamment des soldats nigérians et l'appui logistique de la France. On a l'impression qu'au regard de la tournure que les événements sont en train de prendre, Dr Sango, cet incident pourrait finalement s'avérer être un test d'une unité régionale fracturée aujourd'hui au regard bien évidemment du contexte. Alors, que doit faire le Togo? Va-t-il coopérer ou risquer d'isoler davantage cette unité qui peine déjà aujourd'hui à trouver une réponse, cette unité de la CEDEAO qui peine déjà à trouver une réponse adéquate face à cette recrudescence de coups d'État? Oui, je pense que le comportement du Togo va rester constant. Parce que depuis que nous avons assisté à cette révolution des États de l'AES qui a, n'est-ce pas, conduit à un imbroglio entre ces États et la CEDEAO, oui. On a vu le comportement différentiel des acteurs de cette sous-région. On a vu qu'il y a certains qui étaient, n'est-ce pas, d'accord pour que, n'est-ce pas, la CEDEAO s'offusque, voire même agresse militairement les États de l'AES. Et il y avait d'autres qui affichaient une certaine réserve, une certaine prudence, du moins une certaine opacité qui, n'est-ce pas, ne se prononçait pas véritablement sur la question. Oui. Et parmi les États qui se sont comportés de cette manière-là, on a bel et bien le Togo, qui ne condamnait pas trop, qui était dans une diplomatie, dans une négociation, entendu, qui jouait le rôle de médiation, de médiateur entre les deux acteurs. Mais ce n'est pas si mauvais aussi, docteur Sango. C'est pas si mauvais, c'est pas si mauvais. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous voyons que ce comportement-là, c'est-à-dire qui consiste à ne pas prendre véritablement position dans le contexte actuel africain n'est pas bon. D'accord? C'est vrai que dans le jeu des relations internationales, chaque État est libre d'impulser la nature de la diplomatie qu'il voudrait, n'est-ce pas, mener. Il y a d'autres qui utilisent une diplomatie molle, il y a d'autres qui sont froids, il y a d'autres qui sont chauds, etc. Mais je pense que comparé, n'est-ce pas, au contexte, nous voyons qu'aujourd'hui, le contexte ne permet pas ce genre de diplomatie. Le contexte actuel voudrait que vous preniez position et vous l'assumez, vous la défendez véritablement dans vos actions comme dans vos valeurs. C'est ça que la question aujourd'hui. Donc, nous reprochons un tout petit peu au Togo cette façon de faire, de ne pas s'engager véritablement vers le temps, de ne pas se prononcer,
n'est-ce pas, en profondeur dans une situation. Donc aujourd'hui, lorsque vous voyez la destination du président ou du colonel ou général Tigri, du colonel Pascal Tigri qui a choisi, n'est-ce pas, ce pays-là, il faut savoir que ce n'est pas politiquement et idéologiquement neutre. D'accord? Lorsque vous êtes persona non grata dans votre pays, le pays qui vous accueille, un pays, n'est-ce pas, qui est peut-être d'accord avec les valeurs que vous partagez. C'est un pays qui est prêt à accepter ce que vous faites. Mais si on mettait tout d'abord, Dr Sango, c'est pour vous relancer, je ne vous coupe pas la parole, mais si on mettait d'entrée, affichons les codes d'accès, les téléspectateurs auront l'occasion de réagir juste après vous, mais si on mettait déjà, avant de chercher à considérer ce que vous dites, les questions de droits de l'homme, avant maintenant de questionner je veux dire quoi, les relations de coopération entre les pays en question, là parlant pour le cas spécifique du Bénin avec le Togo, est-ce qu'il ne fallait pas déjà qu'on l'accueille du côté du Togo avant de chercher à comprendre ce qui se passe et de chercher maintenant à voir si, en fonction des accords qui lient le Bénin au Togo, s'il existerait un accord d'extradition en fonction des contextes, Dr Sango, si la question des droits de l'homme ne devait pas primer face à certaines situations. Nous sommes d'accord avec vous, monsieur Nguéné. Parce qu'il y va déjà de sa vie. Moi, je n'ai rien à voir. Le colonel Pascal Tigri. Au Togo, d'avoir peut-être accueilli le général Tigri, le colonel Tigri. Si il fallait même prendre nos modestes positions, j'aurais même bien voulu que ce soit un pays de l'AES qui accueilla, n'est-ce pas, le colonel dans cette... Le pays de l'AES, Dr Sango. Oui, je dis bien un pays de l'AES. Oui. Parce que lorsque vous voyez cette tentative de coup d'État qui a raté, lorsque vous analysez, n'est-ce pas, les enjeux du point de vue nouménal, c'est-à-dire de la profondeur, vous allez vous rendre compte que ceux qui voulaient faire ce coup d'État du côté, n'est-ce pas, du Bénin, étaient plus rapprochés du point de vue des valeurs, du point de vue idéologique, avec les États de l'AES qui ne les étaient avec le camp occidental. Mais ce n'est pas pour encourager ça, Dr Sango. Non, nous ne sommes pas en train d'encourager, monsieur. On analyse simplement. Nous sommes en train de faire des analyses, nous sommes en train de travailler pour que l'Afrique se libère de cette déstabilisation occidentale qui n'a que trop duré. Les coups d'État. Et vous savez, l'origine de ces coups d'État-là. Donc c'est pourquoi il faut donc comprendre le jeu des acteurs, des uns et des autres. Vous savez que si le Nigeria n'avait pas intervenu, si la France ne s'était pas engagée véritablement aux côtés, n'est-ce pas, du Bénin, ce coup d'État-là était parti pour entrer solo. C'était parti pour n'est-ce pas, s'implémenter. Donc à partir de ce moment-là, vous comprenez donc que la France, la CEDEAO et le Nigeria ont compris très tôt que si on renverse le président Talon, c'est peut-être un système contre-occidental qui va prendre le pouvoir et qui va s'offusquer contre ce qui est implémenté jusque-là au Bénin par les autorités. C'est sous ce prisme-là qu'il faut comprendre aujourd'hui ce coup d'État-là. Du moins, ce sont mes analyses. Donc, à partir de ce moment-là, je ne peux pas reprocher le Togo d'avoir accueilli Tigri. Et pour moi, je voudrais même que ce soit un État de l'AES parce qu'avec les États de l'AES, l'extradition peut-être du président, du colonel Tigri ne serait pas en danger. Donc, pris sous le prisme des droits de l'homme, c'est vrai, vous revenez encore avec cette notion de droits de l'homme. Vous savez que nous sommes dans des relations internationales, mais cette notion n'a jamais fait l'objet d'un certain respect de la part, n'est-ce pas, d'un certain nombre de partenaires sur le plan international. L'Afrique a toujours été un continent des droits de l'homme. Lorsque vous faites même l'historiographie politique de cette notion, vous allez vous rendre compte que étymologiquement, cette notion-là provient de l'Afrique. Mais sur la scène internationale aujourd'hui, dans le concert des nations, cette notion-là a fait l'objet d'une récupération par une certaine communauté internationale autoproclamée et instrumentalisée dans la scène internationale qui laisse croire que l'Afrique n'est pas toujours en phase avec les droits de l'homme. Pour chaque fois que les intérêts des puissances occidentales sont menacés, on se prévaut de l'argument des droits de l'homme, l'argument de la démocratie, l'argument de la morale. Pour sortir, Dr Sango. Moi, je pense que nous avons déjà trop subi cette façon de faire là. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de dynamique.
Vous voyez bien et bien qu'en Afrique, ces dynamiques-là sont en train de s'entrechoquer. Et ce qui se passe aujourd'hui corrobore les analyses que j'ai toujours eu à faire ici. Lorsque les États de l'AES ont décidé de prendre en main leur destin et impulser cette dynamique-là, je disais que pour que cette dynamique-là soit forte, il ne faudrait pas qu'elle se limite seulement aux États de l'AES. Il faudrait que l'environnement de ces États de l'AES soit également un environnement dépoussiéré des valeurs occidentales. Parce que c'est au nom de ces valeurs-là que les États de l'AES ont mené leur combat. Du moins, pour être en sécurité, ils avaient ce devoir de dépoussiérer leur environnement. Donc le Bénin vient de subir cela. On a vécu avec le même cas avec la Guinée-Bissau. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que le combat n'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Merci à vous, Dr Sango. Nous aurons l'occasion de poursuivre le débat dans quelques instants. Le temps pour nous de prendre également, du moins d'écouter certains téléspectateurs qui souhaitent intervenir, donner leur point de vue sur les deux thématiques de la soirée. Le premier au standard est Marc, qui nous rejoint à l'instant. Bonsoir à vous, Marc. Ouais, je suis là. Allez-y, Marc, nous vous écoutons. Ok. Oui, bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur Nguéné. Et je voudrais dire bonsoir au docteur Sango, qui est très pertinent ce soir. Et bonsoir à mon frère Inassé, qui est au Burkina et qui aussi, en tout cas, donne de très bonnes informations. Vous avez deux très bonnes analyses ce soir sur votre plateau et cela fait du bien à nous les Africains, nous qui écoutons notre télévision panafricaine. Voilà que dans le premier thème sur lequel vous avez aujourd'hui discuté ce soir, et que nos analyses ont fait vraiment des analyses très 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 bien. Je voudrais vous dire que Alassane Ouattara n'a pas été élu légalement, selon la constitution ivoirienne en Côte d'Ivoire, à son article 55 et à son article 183. Et aujourd'hui, il cherche une porte de sortie. C'est pour cela qu'il veut s'allier à l'AES parce que cela est devenu une épine à ses pieds. Donc, aujourd'hui, il est en train de jouer. En tout cas, je veux dire quoi? Il est en train de faire un jeu afin de liquider, je dis bien de liquider le président burkinabé. Il faut qu'il fasse très attention. C'est comme ça que c'est passé au temps de Thomas Sankara. Donc, les autorités ivoiriennes ont envoyé ce monsieur-là pour qu'il puisse aujourd'hui aller amadouer les autorités burkinabées qui vont baisser la garde. Donc, soyez sur vos gardes. Vous savez, les autorités ivoiriennes n'ont pas les mêmes... Ils sont de la CEDEAO. Le Burkina Faso est de l'AES. Donc, ils n'ont pas les mêmes idéologies, comme a dit le docteur Sango. Mais si les gens n'ont pas les mêmes idéologies, en quoi ils peuvent travailler ensemble? Et en plus de cela, la belliquescence de M. Alassane Ouattara et les autorités ivoiriennes du côté de la Côte d'Ivoire, avec tout ce qu'il y a comme aujourd'hui l'insécurité qui se dit à cette frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais comment on peut travailler ensemble? Que M. Alassane Ouattara, aujourd'hui, livre les bandits, les djihadistes, les terroristes qui sont aujourd'hui hébergés par M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, il les livre au Burkina, avec toutes les autorités burkinabées, les anciennes autorités burkinabées qui aujourd'hui ont été couverts en Côte d'Ivoire, qui les livrent. Parce que à chaque moment, ils veulent attaquer le Burkina. Comment voulez-vous que, en tout cas, une relation sincère qui s'établit, une lien de confiance qui s'établit entre le Burkina et la Côte d'Ivoire? Ça peut pas aller. À ce moment que nous voyons que au Burkina aujourd'hui, hein, il y a tous
tous ceux qui sont aujourd'hui les autorités, je dis, qui sont francs et qui veulent la liberté de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui se trouvent au Burkina. Je peux citer Kone Gbagbo, qui est là-bas au Burkina aujourd'hui, sans compter tous ceux qui, aujourd'hui, critiquent M. Alassane Ouattara de sa gouvernance. Regardez la manière dont il a mis les gens en prison depuis 2011 jusqu'à ce jour, tout en même éliminant d'autres. Merci à vous, Marc. Merci. Merci pour votre contribution. C'est 2 minutes de temps de parole pour chacun. Donc, on va essayer d'être précis, concis. On donne tout simplement son point de vue. Si on peut argumenter, on argumente. Mais en 2 minutes, s'il vous plaît. C'est également l'occasion pour nous de maximiser sur ce timing-là afin de prendre le maximum de personnes possible. On reste au standard, on prend le prochain. Allô, bonsoir. Ok, bonjour. Bonjour à vous, Monsieur Aïs. Allez-y, nous écoutons. Oui, bonjour, oui. C'est Monsieur Aïs. Et merci de me prendre, comment on appelle, malgré l'intervention de ceux qui ne veulent pas que j'intervienne, qui veulent qu'on ait seulement une seule version des faits entre Gbagbo Moura et M. Ouattara, comme celui qui vient d'appeler tout à l'heure là, qui est toujours prêt à venir dire des contre-vérités toujours, mais ils se disent patriotes à temps voulu en fait. Lui, il vient carrément descendre son pays par rapport au Burkina et sur des bases de faux. Parce que j'écoutais tantôt M. Sango, mais c'est triste, hein. C'est triste, surtout sa dernière phrase, sa dernière partie d'intervention, où il disait que si le putschiste qui a raté au Bénin était dans l'AES, il ne serait pas rendu. Et que le putschiste du Bénin a la même philosophie que l'AES. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez vu ce qu'il a dit là dans ces revendications-là? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec l'AES dans ce qu'il a dit? Donc, les gens prennent des armes pour venir déstabiliser un pays et vous êtes là à justifier ça, qu'il devait être dans l'AES pour ne pas être extradé. Donc, je laisse ça. Et il dit aussi que Alassane Ouattara empêche les gens de quitter dans le CFA, il ne travaille pas pour les Africains. Je me pose la question. C'est Alassane Ouattara le président de l'Afrique? C'est pas Alassane Ouattara le président de l'Afrique, hein? Alassane Ouattara est là depuis 2011. Et avant 2011, le pays instable du Sahel était instable. Le Burkina a fait plus de 11 coups d'État. Alassane Ouattara n'était pas au pouvoir. Donc, si vous déstabilisez votre propre pays, que vous êtes en retard, c'est pas la faute d'Alassane Ouattara. C'est grâce à Alassane Ouattara, justement, que les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, ils sont pleins en Côte d'Ivoire aujourd'hui en train de vivre la meilleure vie. 30 secondes, M. Aïs. Demandez à M. Inassé. M. Inassé, là, qui dit que la Côte d'Ivoire doit faire l'effort, mais le Burkina, rien du tout. Il dit que la Côte d'Ivoire interdit, à un moment donné, la ticket d'arrivée ou les bananes. Mais c'est faux. C'était avant la CAN, comme on a vu qu'il y aurait beaucoup d'arrivées en Côte d'Ivoire, pour éviter les pénuries, il a été pris une décision de limiter l'exportation de produits vivriers. 10 secondes, M. Aïs. Alors, on va avancer en prenant un autre appelant. 2 minutes, vous le savez, je serai rigoureux bien sûr sur ce timing ce soir. On va prendre le prochain appelant au standard à qui nous allons également donner 2 minutes de temps de parole ce soir. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir M. Nguébé, bonsoir au docteur Sango. Allez-y, monsieur, vous avez 2 minutes. Bienvenue. On vous appelle comment? Alors, est-il toujours avec nous? On n'a pas assez de temps. On va prendre le prochain appelant au standard. Les codes d'accès restent affichés. Allô, bonsoir. Les codes d'accès restent affichés. Allô, bonsoir. Allô, vous m'entendez? Oui, bonsoir à vous. Non, c'est Intia. Allez-y, monsieur Intia. Vous avez 2 minutes. Allez-y.
Merci. Je pas, le temps me manque. Le monsieur qui vient d'appeler, vous m'entendez? Oui, allez-y, monsieur Intia, allez-y. Vous êtes à l'antenne, c'est vous que nous écoutons. Allez-y. Ok, merci. Oteba vous, monsieur Nguene, Oteba tout le monde, Oteba monsieur Sango, docteur Sango, Oteba frère qui est à Burkina Faso. S'il vous plaît, monsieur Nguene, s'il vous plaît, je vous en prie. Ces chaînes, si vous voulez vraiment ces chaînes-là, ça gâte, il faut que vous nous dites. Parce que ces messieurs-là qui s'appellent Haïti, là. Monsieur Intia, donnez votre point de vue, s'il vous plaît. Donnez votre point de vue. Okay. Vous n'êtes pas d'accord avec le monsieur, vous dites pourquoi vous n'êtes pas d'accord. N'entrez pas dans des commentaires qui ne nous aideront pas par la suite. On n'a pas assez de temps, monsieur Intia, s'il vous plaît. Donnez votre point de vue simplement. Merci. Vous savez exactement ce que monsieur... Exactement ce que M. Peter a disait hier ou ce matin. Il dit exactement ici en Europe, quand quelqu'un vient parler à la télé, ce n'est pas leur intérêt. On bloque la personne, on enlève la réalisation. On va prendre quelqu'un d'autre. Vous ne venez pas faire, ou du moins vous focaliser sur l'intervention d'un invité. Vous venez donner votre point de vue. Vous pouvez avoir un point de vue contraire au sien. Vous donnez votre point de vue et vos arguments. Vous partez. C'est 2 minutes. C'est 2 minutes de temps de parole. Merci à vous, monsieur Intia. Je pense qu'on va prendre le prochain. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Nguene. Oui, bonsoir, André. Oui, le président Panamatom. Je salue comme ça Dr Songo et je salue monsieur Adama Inassé. Je salue tous les téléspectateurs. Concernant donc, ce rapprochement, ce main tendu de la Côte d'Ivoire, je pense que vers le Burkina Faso doit se méfier beaucoup parce que ce n'est pas des gaietés de cœur de Alassane Dramane Ouattara, c'est l'Occident collectif, c'est l'Union européenne qui demande à M. Alassane Dramane Ouattara d'aller tendre la main de l'autre côté. Et voyez-vous, à son temps, comme l'a si bien expliqué M. Adama Inassé, c'était toujours comme ça que Houphouët-Boigny avait fait pour pouvoir tuer Thomas Sankara. Et l'Occident collectif a donc peur parce que il semblerait que de l'autre côté, en Ukraine, il y a la paix qui risque d'arriver et il se voit totalement être peut-être injecté hors du continent africain par les Russes. Ça, c'est la peur de l'Union, européenne, avant qu'ils se sentent lésés pour pouvoir se retourner effectivement vers l'Afrique. Et ils demandent donc à leur valet, qui est Alassane Dramane Ouattara, de tendre la main à l'AES via le Burkina Faso. Donc, je pense que là, ils doivent rester très, très attentifs parce que ce qui est en train de se préparer là ce ne doit pas être les enfants de cœur. Nous devons donc nous méfier. Retournons-nous vers l'AES parce que ce qui est en train d'arriver risque d'être très douloureux. Alors maintenant, quand cela donc est dit, nous devons donc être toujours prêts parce qu'il y a une guerre qui est en train donc de se préparer à haute intensité. Monsieur Nguene, j'attire bien l'attention donc des Africains parce que ça va chauffer sur le continent africain. Moi, je dis donc merci pour ce soir, monsieur Nguene. Merci à vous, André. On donne son point de vue, on donne ses arguments et on avance tous ensemble dans ce combat. Merci à vous, André. On prend le prochain appelant au standard. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir et bienvenue sur For You Media Africa. Merci, chef Nguene, Baudelaire. C'est donc de la Côte d'Ivoire. Je voulais, avant de parler, je voulais dire aux téléspectateurs, nos parents qui appellent sur la chaîne, j'ai toujours dit, quand tu vas dans un village, quand les gens marchent à gauche, il faut marcher à gauche. Quand les gars marchent à droite, il faut marcher à droite. Il ne faut pas comparer les chaînes. Parce que tous les jours, je dis ça, ne comparez pas les chaînes européennes pour dire que quand ils arrivent, on les interdit. Non. Eux ne sont pas démocrates. Donc, je demande j'ai fait de l'Allemagne, le monsieur qui vient d'appeler. Non, laissez ça tomber. On n'est qu'à donner nos opinions, on n'est qu'à dire ce qui se passe, ce qui ne va pas. Et puis, deuxième chose, je voulais dire aux frères ivoiriens qui appellent de laisser les histoires. Alassane n'est pas fait comme ça, Gbagbo n'est pas fait comme ça. On est qu'à se concentrer sur notre président, Laurent Gbagbo. C'est très important. À chaque fois que vous voulez, le monsieur qui est là, il vient amuser la galerie et vous êtes là, vous vous fâchez.
Il dit que quand vous pèse un peu, vous êtes énervé. Quand vous touchez là, vous êtes énervé. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Parlons de ce qui est réel, de ce qui est vrai. Moi, je parlons des thématiques du jour. Madame Cissé. Parlons des thématiques du jour. Je préfère qu'on reste sur les thématiques du jour. Je préfère qu'on reste sur les thématiques du jour. Allez-y. Oui, d'accord. Voilà. Bon, la thématique du jour, je voulais simplement dire que, bon, si aujourd'hui celui qui a fait le coup d'État que le Bénin veut l'accueillir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui étaient au Burkina là-bas qui ont fait des coups d'État qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc je pense que il n'y a pas de souci. Il n'y a même pas de souci à faire. Moi, je vais encourager le président du Togo d'accepter ce jeune-là, de l'accepter, de ne pas l'extrader. C'est ce que je tenais à vous dire. Merci beaucoup, monsieur Nguéné. C'est tout ce que je tenais à dire. Merci beaucoup pour votre contribution au standard. Merci. On prend le prochain appelant également. Allô, bonsoir. Bonsoir à vos invités. Moi, je voudrais dire tout simplement que tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, là, quand le Bénin, chez le président béninois, quand il veut réclamer le monsieur qui est 10 ans, qui est au Togo, mais il peut appeler chez les Nigérians, les Anagos, comme on les parle en Côte d'Ivoire, pour venir intervenir dans un pays qui n'est pas le leur. Donc, il est capable de... C'est-à-dire qu'entre des Béninois qui font des histoires, on va appeler un individu pour venir tuer chez les Béninois. Ah, mais l'autre qui est parti se cacher chez l'autre, il veut qu'on envoie on le ramène à la maison. Pourquoi? Il y a des choses, il y a trop de choses qui ne sont pas bien. Quand certains présidents sont là en train de parler, c'est comme s'ils parlaient à des animaux. Ce monsieur-là, s'il était intelligent, il n'avait pas appelé les Nigérians pour venir intervenir, tuer les Béninois dans son pays. Alors, si l'autre, il a gardé les choses pour épargner la vie de l'autre, moi, je pense qu'il a des mains. Moi, je ne l'aime pas, mais le père, s'il était là-bas, ce monsieur-là, ce militaire-là, s'il était au Togo, moi, je pense qu'il est bien arrivé. C'est pas la première fois aussi, quand certains disent que, on doit envoyer le monsieur au Bénin. Mais celui qui est assis depuis longtemps, qui a quitté le Burkina pour aller s'asseoir au Togo, là, est-ce qu'on a ramené au Burkina? Arrêtez de dire des bêtises quand ça vous arrange, vous appelez pour dire de n'importe quoi, là. Non, nous tous, on est prêts aujourd'hui pour répondre à n'importe quoi aussi. Ça sera comme ça sur la télévision, là. Merci. Zerfel, on va rester courtois, Zerfel. On va pas se laisser emporter justement par certaines réactions. On reste courtois néanmoins. Merci à vous, Zerfel, depuis l'Allemagne. Est-ce qu'on a la possibilité de prendre 2 derniers appelants avant de faire un dernier tour de table aux côtés de nos invités, Adama Inassé et le docteur Sango? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir la technique, monsieur Mbok. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Nguéné. Bonsoir au plateau. Bonsoir à ma sœur Sophie qui est sur le chat. Bonsoir à Divinité Kamad qui est là. Bonsoir à Francisco qui est là aussi. Pour le premier thème, Ouattara s'est réveillé du bon pied et veut donner un coup de main à l'AES. Eh ben, c'est une plaisanterie, je pense. Mais bon, soyons fous. Si on était encore des lapins de 6 semaines, on pourrait encore le croire. Si on était amnésique, on pourrait encore croire ce monsieur. On n'a rien contre les Ivoiriens, hein. C'est le gouvernement qui est pas sincère, c'est tout. Donc c'est encore une tromperie, c'est encore une bouflerie, c'est tout ce qu'on veut sauf quelque chose de sincère. Donc oui, ils peuvent faire semblant, oui, mais l'AES, je pense que aujourd'hui ils sont aguerris sur ce genre de situation et de bon voisinage, il faut qu'ils les reçoivent, c'est normal, c'est de la diplomatie, mais ils savent très très bien comment est ce gouvernement et qui habite là-bas en sous-marin, bien caché, même plus bien caché puisque tout le monde voit qui sont là. Et suivons-les, qui continuent à faire de la diplomatie parce qu'on pourrait demain leur reprocher de ne pas avoir écouté. Ils ont qu'à écouter et regarder. Mais bon, après, ils savent les actions qu'il faut entreprendre. Et pour le deuxième sujet, parce qu'on a que 2 minutes, le colonel Pascal Tigri, qui va se réfugier au Togo. Heureusement qu'il est parti au Togo, je dirais à monsieur Sango, parce que s'il était parti à l'AES, qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce que la France aurait dit? Qu'est-ce que l'Europe aurait dit? Qu'est-ce que la CEDEAO aurait dit?
complicité avec l'AES. C'est l'AES qui aurait envoyé des militaires pour aller déstabiliser le Bénin. Voilà le Bénin. Donc ne tomberons pas sur des raccourcis. Et c'était impossible qu'il aille dans un pays de l'AES. Il aurait été dans un pays de l'AES. On aurait bombardé l'AES. La CEDEAO aurait bombardé l'AES. La France aurait bombardé l'AES. Les Américains auraient bombardé l'AES parce qu'ils attendent que ça. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe est arrivée à un point de non-retour. Ils ont plus rien et ça va aller de plus en plus mal. Donc, que l'AES fasse attention et ne tombe pas dans les pièges et dans la facilité. Tout est dur. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et encore merci au chat, Sophie, Kamat et Francisco qui est là. Merci Monsieur Nguéné, très belle soirée à vous et puis à demain. Merci à vous Serge, merci pour votre contribution. Alors Brice, vous serez le dernier ce soir. Vous appelez depuis le Bénin. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Nguéné, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous donner la parole. Je voudrais juste dire un mot sur la politique de la main tendue du président Alassane Dramane Ouattara. Alors, vous savez que Alassane Dramane Ouattara est France-africain, spécialiste aussi des coups d'État institutionnels. Il ne peut pas s'appartenir, il ne s'appartient pas, il ne peut pas de gré vouloir tendre la main au Burkina. Et donc, il est tenu de respecter au doigt et à l'œil, n'est-ce pas, de ceux qui sont ses maîtres et de l'Occident, la France soit dit en passant. Et pourquoi? Vous savez qu'aujourd'hui, ces pays-là restent concentrés sur les questions de développement, sur les questions de sécurité. Et nos leaders, nos anciens leaders, n'avaient pas fait autant pour être éliminés. Aujourd'hui, on a tout fait pour bloquer, pour détruire ce qui se construit. Et dans le Sahel, il n'y arrive pas encore. Maintenant, il faut changer de paradigme. Il faut tendre la main. Il faut montrer qu'on est devenu doux. Et quand on aura agi sur la conscience des autres, on finira par les attaquer. Nous demandons aux États de l'AES de rester très concentrés, faire beaucoup attention. Et donc, à faire beaucoup attention pour ne pas se laisser berner. Les peuples burkinabés et les peuples ivoiriens sont toujours des peuples frères. Ils continuent de s'entendre. La question se pose au niveau de l'élite. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand on demande une politique de main tendue aujourd'hui, mais les terroristes qui quittent la Côte d'Ivoire et qui vont agir, qui vont tuer au Burkina et qui y retournent, qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Vous ne pouvez pas laisser cette question-là sans pouvoir les régler, demander aujourd'hui qu'on s'entende. Alors donc, de façon brève, je voudrais demander aux États de l'AES et au président burkinabé en particulier de faire beaucoup attention. Je le connais très intelligent. Il a qu'à faire beaucoup attention. Alors sur la question du Bénin, vous me permettrez de me débiner. Je ne voudrais pas me prononcer là-dessus. Merci et bonne émission. Merci à vous. Brice, merci pour votre contribution. Alors, Adama, dernier tour de table en 2 minutes. Je pense que l'intervention de Serge, à l'image de toutes les autres, a été pertinente. On imagine ce qu'on aurait dit si effectivement le colonel Pascal Tigri avait trouvé refuge dans l'un des pays de l'AES. Mais est-ce qu'on mesure, je veux dire quoi, la pertinence, voire la gravité de ce qui se dit déjà, du fait qu'il se retrouve aujourd'hui du côté du Togo, Adama? Alors, petit souci technique avec le retour d'Adama Inassé. La question, je vous la pose, Dr Sango, tout à l'heure. Vous avez souhaité, ou du moins, dans votre analyse, c'est l'analyse des faits que vous mettiez d'ailleurs sur la table. Alors, mais officiellement, si on s'en tient à l'heure-ci, est-ce qu'on imagine suffisamment ce qui se dit sur cette présence du côté du Togo? Parce que certains estiment que si le Togo ne donnait pas une suite favorable à cette demande d'extradition, cela sous-entendrait que forcément le Togo serait complice dans cette tentative de déstabilisation. Alors, est-ce une thèse qu'on pourrait avancer avec sérieux? Oui, je respecte, n'est-ce pas,
la position, n'est-ce pas, du téléspectateur. Oui, Serge. Oui, Serge, et tout ce qu'ils peuvent penser de cette façon-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas beaucoup plus nous appesantir sur ce que dira-t-on. Sur ce que dira-t-on. Ça ne doit pas être important pour... Ça ne doit pas trop être important, monsieur Nguéné. Ça ne doit pas être trop important dans un contexte où on a besoin de prendre en main notre destin, c'est-à-dire ce que les autres disent importe peu. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que l'action qui a été posée va en direction avec la libération du continent africain et la défense des valeurs et des intérêts du peuple africain. Oui. C'est ça ma préoccupation et je pense que c'est ça qui est important. Donc, toute chose restante égale par ailleurs, je pense tout simplement que cette tentative de coup d'État-là a donné à voir le comportement de certains acteurs. Vous voyez que le Nigeria aujourd'hui, qui est de plus en plus frappé par le terrorisme, elle montre qu'elle a les capacités de faire face au terrorisme. Pourquoi donc pendant plusieurs années, elle n'a pas usé de cette capacité-là pour terroriser les terroristes? Ça montre qu'en réalité, le terrorisme qui ronge l'Afrique aujourd'hui, je vous ai toujours dit, n'est pas un phénomène naturel, c'est un constructivisme entretenu par les acteurs. On a vu le comportement de la France. Pourquoi la France ne met-elle pas sa logistique pour traquer ces terroristes qui mettent en mal les États et les gouvernements africains? Donc, je pense qu'à partir de là, nous, Africains, nous devons tirer des leçons et comprendre que ce qui importe, c'est de défendre nos intérêts, quelles que soient, n'est-ce pas, les actions et les ambitions des uns et des autres. On ne doit plus rester sur ce que les autres diront, sur ce que les autres vont penser. Travaillons, mouillons le maillot pour défendre nos intérêts. Voilà. Merci à vous tous d'ailleurs d'avoir été une fois de plus à nos côtés ce soir pour cette émission du point sur l'actualité. Je vous donne rapidement le menu, le programme de votre matinale informative demain aux côtés de Tiken Doumbé. Nous reviendrons bien évidemment sur le génocide et crimes de guerre du côté du Rwanda, une plainte déposée notamment contre Paris et la Banque mondiale. Et ce sujet sur le Bénin, vous êtes nombreux à ne pas avoir pu réagir ce soir. Soyez tranquilles puisque demain, vous aurez plus de 2 heures de temps aux côtés de Tiken Doumbé pour réagir sur cette thématique, pour appeler, donner vos points de vue aux côtés bien évidemment de ces invités. Merci à toute l'équipe technique, à nos nombreux téléspectateurs, téléauditeurs ou encore auditeurs, ceux qui nous prennent en relais via les ondes de la 96.3 FM.